Extension algébrique, K est un sous-corps du corps L. Alors, L est un K espace vectoriel, ça c'est évident. Mais si L est différent de K, K n'est pas un L espace vectoriel. Il suffit de prendre lambda appartenant à L moins K. 1 appartient à K, et si K est un L espace vectoriel, alors 1 par lambda va appartenir à K. Donc lambda appartient à K, ce qui est en contradiction. On appelle degré de L sur K, noté comme ça, la dimension éventuellement infinie. Du K espace vectoriel L, on dit que L est une extension finie de K si cette dimension appartient à N, et on dit que L est une extension algébrique de K si tout élément de L est algébrique sur K. Remarque, si la dimension est égale à 0, bah L vaut 0. Mais K est inclus dans L, donc K égale L égale l'espace vectoriel réduit à 0. Si la dimension est égale à 1, alors K est égal à L, différent de 0. En effet, L est un K espace vectoriel de dimension 1, donc non nul. Donc une droite, donc engendrée par n'importe quel élément non nul de L. On va choisir U égale 1 parce que 1 appartient à L. Donc L, c'est l'ensemble des lambda U, lambda appartenant à K, puisque c'est une droite. Hein. Et donc c'est l'ensemble des lambda 1 et lambda appartenant à K. Donc c'est l'ensemble des lambda appartenant à K. Donc c'est K. Si L est une extension finie de K et K différent de 0, alors L est algébrique sur K. Démonstration, N égale L sur K. Si N égale 1, on a vu L égale K, θ appartient à L, vérifie P, θ égale 0, où on prend le polynôme P égale x moins θ, qui est un polynôme de K de x parce que θ appartient à K qui est égal à L. Donc θ est algébrique sur K, quel que soit θ. Donc L est algébrique sur K. Si N supérieur ou égal à 2, eh bien on prend les θ appartenant à L, les N plus un élément θ puissance 0 égale 1, θ jusqu'à θ puissance N sont linéairement dépendants puisqu'on est en dimension N. Donc il existe des coefficients, N plus 1 coefficients dans K, là, et lambda J, tel qu'on a cette combinaison linéaire nulle. Mais alors Pθ est égal, alors non tous nuls hein, les coefficients, parce qu'ils sont linéairement dépendants. Et le polynôme, ce polynôme-là, qui est donc non nul puisque les lambda J ne sont pas tous nuls, eh bien, vérifie que Pθ est égal à 0. Donc θ est algébrique sur K, quel que soit θ appartenant à L, donc L est algébrique sur K. On a ces trois corps, M est une extension finie de L, L une extension finie de K. Alors M est une extension finie de K et dimension de M sur K égale M sur L fois L sur K. Démonstration, P est la dimension de M, N la dimension de L, A, I. Donc les I, il y en a varient entre 1 et N, c'est une base de L. Et les BJ, J variant entre 1 et P, c'est une base de M. Si je prends X égale à M, c'est une combinaison linéaire des BJ. D'accord? Mais les lambda J appartiennent à L. Donc chaque lambda J est une combinaison linéaire des AI. Les mu IJ appartiennent à K. Et X est égal à la somme de J égale à P, de somme de I égale à N, des mu IJ AI, le tout fois BJ, c'est-à-dire la somme des mu IJ AI BJ. Et donc je vois que B, qui représente la famille des AIBJ, I entre 1 et N et J entre 1 et P, c'est une partie génératrice à N fois P éléments de grand M, d'accord, en tant que M espace vectoriel sur K espace vectoriel, M et K espace vectoriel, voilà. Supposons que somme des lambda I, lambda IJ, AI, BJ soit égale à 0, donc là c'est une somme de NP éléments, hein. Les lambda IJ appartenant à K, alors on peut écrire comme ça, c'est la même chose que précédemment, hein. Et comme les BJ forment une base, on a tous ces coefficients qui sont nuls, d'accord, quel que soit J, et comme les AI forment une base, on a tous les lambda IJ qui sont nuls, quel que soit I, le tout quel que soit J. Donc on a tous les lambda IJ qui sont nuls, et donc B est une partie libre, et donc c'est une base parce que c'était déjà une partie génératrice. C'est une base de N fois P éléments, donc M est un K espace vectoriel de dimension N fois P, c'est-à-dire M sur K, c'est-à-dire que la dimension de M, donc c'est NP, est égale à M sur L. Alors M sur L, c'est la dimension de M, ça doit être P, ça je m'en souviens plus. La dimension de M, c'est N.
c'est P, hein, donc là c'est P fois N, voilà, c'est ça. Donc ça marche bien et j'obtiens le résultat. Remarque que K est un sous-corps de L et θ appartenant à L est algébrique sur K. Alors, kθ est égal à kθ comme ça, le corps, l'anneau sont confondus. Et l'anneau est un corps en fait, est une extension finie de K. Donc une extension algébrique de K d'après ce qu'on a vu précédemment. Démonstration, on sait que on a cette égalité puisque θ est algébrique. Et on sait que c'est un K espace vectoriel de dimension finie. Donc, c'est une extension finie. Donc, c'est une extension algébrique sur K. K inclus dans L, inclus dans M, trois corps. θ appartenant à M. Si θ est algébrique sur K, alors θ est algébrique sur L. Et si M est algébrique sur K, alors M est algébrique sur L. C'est évident. Il existe P appartenant à K de X, P différent de 0, tel que Pθ est égal à 0. Comme K est inclus dans L, P est aussi un polynôme de L de X, toujours non nul. Pθ est égal à 0, pardon. Et donc, θ est algébrique sur L. Petit 2, M algébrique sur K. Donc, tout θ appartenant à M est algébrique sur K, donc algébrique sur L. Donc, M est algébrique sur L. Remarque que L est une extension de K et des AJ qui appartiennent à L, tous algébriques sur K, alors K de 1 jusqu'à N, qui est égal à ça, c'est un corps, est une extension de degré fini, donc une extension algébrique sur K. Démonstration par récurrence sur N. On a déjà vu le résultat pour N égale 1, supposons qu'il soit vrai à l'ordre N, et prenons donc N plus 1 éléments de L, tous algébriques sur K. Alors N plus 1 est algébrique sur K' égale K de A1 jusqu'à N, parce que AN plus 1 est algébrique sur K et que K est inclus dans K'. L est égal à soit L égale K de A1 jusqu'à N plus 1, c'est en fait K' de AN plus 1. Et c'est une extension de degré fini sur K', d'accord, puisque AN plus 1 est algébrique sur K. Donc, on a K inclus dans K', inclus dans L. K' est une extension de degré fini sur K, hypothèse de récurrence. Hein, et L, une extension de degré fini sur K'. Donc, L est une extension de degré fini sur K. L sur K est égal à L sur K' fois K' sur K. Donc, c'est vrai à l'ordre N plus 1, donc c'est toujours vrai. Théorème, on suppose des extensions de corps, donc L une extension de K, M une extension de L, θ appartenant à M, si L est algébrique sur K et si θ qui appartient à M est algébrique sur L, alors θ est algébrique sur K, démonstration, eh bien, comme θ est algébrique sur K, non, il existe un polynôme, voilà. θ est algébrique sur L, pardon. Comme θ est algébrique sur L, il existe un polynôme P à coefficient dans L, d'accord, qui est comme ça, donc tous les AJ dans L, tel que Pθ est égal à 0, ce polynôme étant différent de 0. Les AJ sont tous algébriques sur K, car L est algébrique, donc est algébrique sur K. Donc K' égale K de ça, qui est égal à K de ça, est algébrique sur K. Donc K' sur K est fini. Les AJ qui appartiennent à K', donc P va appartenir à K' de X. Oui, les AJ, ils appartiennent à K', puisque K' c'est K de ça. Et Pθ est égal à 0, et P est différent de 0, donc θ est algébrique sur K'. Donc K' de θ, qui est égal à ça, et K' de θ sur K' est fini. D'accord? On fait ça. De plus, K est inclus dans K', est inclus dans K' de θ. Alors on a vu que K' sur K est fini, K'θ sur K' aussi. Donc K' sur θ K'θ sur K est fini, égale à ça. Donc K' de θ est algébrique sur K, puisqu'il est de dimension finie.
mais θ, il appartient à K' de θ, évidemment. Donc, K' de θ comme ça, parenthèse ou crochet, c'est pareil. Hein. D'accord? Donc, j'en déduis que θ est algébrique sur K. Fermeture algébrique. On a K inclus dans L, donc une extension de corps. Et on note comme ça l'ensemble des éléments de L qui sont algébriques sur K. Alors, c'est un sous-corps de L qui contient K et qui est algébrique sur K. On l'appelle fermeture algébrique de K dans L. On peut le noter comme ça ou comme ça. Si K est dénombrable, alors la fermeture est dénombrable. Démonstration, on a évidemment ça, puisque tout élément de K est algébrique sur K. Je rappelle pourquoi, mais on l'a déjà vu. Ce polynôme-là qui n'est pas nul, qui appartient à kθ, parce que θ appartient à K, eh bien ce polynôme-là annule θ. Quel que soit AB appartenant à la fermeture, on a ces trois éléments qui appartiennent à l'extension qui contient A et B, et qui est un corps, on l'a déjà vu. Et on sait que ça, c'est algébrique sur K, parce que A et B le sont. Donc A plus B, A moins B, AB sont algébriques sur K. Si A est différent de 0, alors celui-là appartient à K de A, puisque c'est un corps, et donc A moins 1 est algébrique sur K, puisque tous les éléments de K de A sont algébriques. Donc, on a tout ça qui appartient à la fermeture, et donc c'est bien un corps, la fermeture est un corps, et on a donc cette extension. De plus, tous les éléments de ce corps sont algébriques sur K, par définition de la fermeture. Si K est dénombrable, alors on a démontré, on a dit que si K est dénombrable, eh bien la fermeture devait être dénombrable. C'est ce qu'on va démontrer. Quel que soit n, on note k n de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, un coefficient dans k. Et on considère cette fonction qui, à n uplay, enfin n plus 1 uplay en l'occurrence, associe ce polynôme de degré inférieur ou égal à n, on s'autorise à ce que n soit nul. Il y a évidemment une bijection, et k est dénombrable, donc k puissance n est dénombrable. Kx, k de x est l'union des kn de x, et donc c'est dénombrable. Et on note k de x moins 0, eh bien, puisque c'est dénombrable, on peut le noter comme ça, c'est-à-dire indexé sur n. Quel que soit i supérieur ou égal à 1, pi a un nombre fini de racines dans L. Donc ei égale l'ensemble des racines de pi, est forcément fini. Mais par construction, puisque la fermeture, ça contient tous les éléments qui sont algébriques, ça veut dire qui annulent un polynôme, et donc ça va être l'union des EI. Hein, parce que dans les EI, on trouve des éléments qui annulent justement un polynôme. Donc on a une réunion dénombrable d'ensembles finis, et donc on obtient quelque chose qui est fini ou dénombrable. Alors si K est infini dénombrable, alors on est sûr que la fermeture va être infini dénombrable. Pourquoi? Parce que K est inclus dans la fermeture. Donc si K est infini, l'autre va être infini aussi. La notion de clôture algébrique, on dit qu'un surcorps L d'un corps K est une clôture algébrique de K si L est algébrique sur K et si L est algébriquement clos. Alors il faut rajouter ça donc. Tout polynôme P, je rappelle ce que c'est que algébriquement clos, tout polynôme P de L de x admet au moins une racine. Une petite remarque. On a l'extension K inclus dans R, Q est dénombrable, donc la fermeture, sa fermeture, et alors il est infiniment dénombrable, sa fermeture va être infiniment dénombrable. Ça veut dire que l'ensemble des réels algébriques sur Q est un corps dénombrable. On a vu que si L est une extension finie de K, alors L est algébrique, la réciproque est fausse. Démonstration, on prend Q et R, qui sont deux corps, L, la fermeture algébrique de Q dans R, donc ensemble de tous les réels algébriques sur Q. On sait que c'est un sous-espace de R, évidemment algébrique par définition. Supposons que L soit un Q espace de dimension finie D appartenant à N. Bon, D est différent de 0, sinon on aurait L égale 0, ce qui est faux parce que Q est inclus dans L. D est différent de 1, sinon, ça on l'a déjà démontré, on aurait L égale Q, ce qui est faux parce que racine de 2
est algébrique, hein, et les solutions de x2 moins 2 égale 0, et racine de 2 n'appartient pas à Q, donc D est supérieur ou égal à 2. On considère l'entier n égale D plus 1, soit P égale le polynôme x puissance n moins 2, qui est un coefficient dans Q. Donc il peut s'écrire somme des AK xk de 0 à n, et on a n égale 1, A0 est égal à moins 2, et tous les autres AK qui sont nuls. Donc on va appliquer le critère d'Eisenstein en prenant P égale 2 premier. Il divise tous les AK qui valent 0 pour K entre 0 et n. P ne divise pas à n qui est égal à 1, et P carré égale 4 ne divise pas à 0 qui est égal à moins 2. Donc d'après ce critère d'Eisenstein, et j'ai fait une leçon là-dessus, P est irréductible dans Q de x. Θ égale racine énième de 2 appartient à R, et P de θ est égal à 0. Comme P est irréductible et unitaire, c'est le polynôme caractéristique de θ, et Q de θ est un Q espace vectoriel de dimension n égale degré de P. On a donc Qθ qui est algébrique, donc forcément il est inclus dans L, et sa dimension par Qθ sur Q est égale, on vient de le voir, à n, c'est-à-dire à D plus 1, et donc elle va être supérieure à celle de de L sur Q, qui elle vaut D, hein, alors que Qθ est inclus dans L. Donc on a une contradiction, donc L est dimension infinie. Conclusion, L est algébrique, mais n'est pas une extension finie de Q. Rappelons au passage que Q, on l'a vu, est dénombrable, donc que L est aussi dénombrable. On voit maintenant la fermeture algébrique de Q dans C. On sait que L est un corps dénombrable car Q est dénombrable. On sait que Q est inclus dans L. On a aussi Q qui est inclus dans L parce que si alpha appartient à IQ, alpha est un IA où A appartient à Q. Il est donc racine de P égale x2 plus A2, donc il est algébrique sur Q. Comme L est, alors, Q est inclus dans L, IQ est inclus dans L, comme L est un corps, on a donc Q plus IQ qui est inclus dans L. L est différent de C, R n'est pas inclus dans L n'est pas inclus dans R. En effet, L est dénombrable, donc, et C n'est pas dénombrable, d'accord? R n'est pas dénombrable et L est dénombrable, donc voilà. Et puis, ici, L n'est pas inclus dans R, car si je prends I qui appartient à IQ, il appartient donc à L, mais pourtant il n'appartient pas à R. Voilà. Q plus IQ est différent de L, car racine de 2 appartient à L. Bah oui, racine de 2 est racine de P égale x2 moins 2. Et racine de 2 n'appartient pas à Q plus IQ, parce que sinon on aurait racine de 2 égale Q plus IQ prime, avec Q prime appartient à Q, mais alors en identifiant partie réelle, partie imaginaire, Q prime égale 0, ça c'est pas un problème, mais Q égale racine de 2, ça voudrait dire que racine de 2 appartient à Q, ce qui est faux. L est la clôture algébrique de Q, on sait que L est algébrique, il faut montrer donc que L est algébriquement clos. On prend un polynôme non nul, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Lx est inclus dans Cx, parce que L est inclus dans C. Donc il existe alpha appartenant à C, tel que P de alpha égale 0, parce que C est algébriquement clos. P est différent de 0, alpha est donc algébrique sur L, mais L est algébrique sur Q, donc alpha est algébrique sur Q, c'est une propriété ça. Donc alpha appartient à L, et donc P appartient à L. Alors, on a alpha qui appartient à L, P qui appartient à L de X, et P différent de 0. Donc P a une racine dans L. Tout polynôme de L de X a une racine qui appartient à L, donc elle est algébriquement clos. Comme L est algébrique sur Q, elle est donc une clôture algébrique de Q. Remarque, on a cette inclusion stricte parce que I appartient à ça, mais évidemment I n'appartient pas à R, donc il ne peut pas appartenir à ça. Et ça, c'est pas une clôture algébrique de Q, parce que si je prends le polynôme P égale x2 plus 1 qui appartient à Q de X, il n'a pas de racine dans R. Le théorème de Steinitz. Steinitz est un mathématicien allemand de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, spécialiste d'algèbre, qui travaillait sur la théorie de Galois, du groupe des Galois. Tout corps possède une clôture algébrique. Deux clôtures algébriques d'un corps K sont isomorphes sur K, c'est-à-dire que c'est un isomorphisme qui laisse ces éléments de K invariants. La démonstration est difficile, je ne le fais pas ici. Peut-être que je la ferai peut-être même dans un cas particulier seulement dans une leçon, on verra.
ça utilise le théorème de Zorn, le lemme de Zorn. Corps de décomposition, P appartient à K de X de degré n supérieur ou égal à 1, irréductible ou non. Un corps L sur corps de K est un corps de décomposition de P sur K si P est factorisable en produit de n facteurs de degré 1, donc comme ça, avec A qui appartient à K et les θK qui appartiennent à L. Vérifiant L égale ça, hein, on est habitué. K admet-il toujours un corps de décomposition? La réponse est oui. Et le A, il appartient à K. De toute façon, quand on développe ça, on trouve que le terme de plus haut degré, c'est AX puissance n. Donc comme P appartient à K de X, A appartient forcément à K. Théorème, si on a... Donc la réponse est oui. Si on a un corps K et un polynôme P de degré n supérieur ou égal à 1, un coefficient dans K, eh bien, il existe un corps de décomposition de P sur K. Démonstration, si le degré de P est égal à 1, P est égal à X plus B, donc A est différent de 0, parce que c'est le degré supérieur ou égal à 1. Et donc, ça me donne bien A facteur de X moins de θ, avec θ qui est égal à ça, qui appartient à K, puisque c'est un corps. K égale Kθ, et donc un corps de décomposition de P. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que θ appartient à K. Hein. On suppose le résultat vrai à l'ordre n, soit P appartenant à K de X de degré n plus 1. Il est factorisable en produit de facteurs irréductibles de K de X. Si tous les facteurs sont de degré 1, alors on a ça, ben là c'est le cas facile, tous les θj appartiennent à K, donc ça fait K, et donc K est un corps de décomposition de P. Sinon, bah, P admet un facteur irréductible, Q, appartenant à K de X, de degré supérieur ou égal à 2. Q est irréductible dans K de X, donc on sait qu'il a un corps de rupture K' égale Kθ de Q sur K. Donc θ appartient à K', Pθ à K', c'est ça. Hein. Pθ égale 0, et il existe Q' appartenant à K' de X, tel que Q peut s'écrire X moins θ, facteur de Q' dans K' de X. Mais alors, comme Q divise P, P est égal à QP', ça c'est dans K de X. Hein. C'est dans K, pardon, Q divise P, alors Q il appartenait à K de X, donc ça c'est dans K de X. Hein. Mais après, donc ça c'est dans K de X, et après évidemment, quand je vais remplacer Q par X moins d'état Q', là je passe dans K' de X. Il faut bien voir que P' qui appartient à K de X, il appartient aussi à K' de X, puisque K est inclus dans K'. Hein. Et d'autre part, j'ai bien Pθ qui est égal à 0, évidemment. Donc si je pose T égale Q' multiplié par P', qui appartient à K' de X, encore une fois parce que Q' et P' appartiennent tous les deux à K' de X, et bien j'ai degré de P qui égale n plus 1, et qui implique donc degré de T est égal à n, hein, parce qu'on a X moins θ multiplié par T. Hein. Donc il existe un corps de décomposition L de T, sur K', hein, puisque le corps c'est K', et donc T est égal à pi de X moins θj. Alors si je l'appelle L, ça veut dire que les θj de 1 à n vont appartenir à L. Et L est égal à K' de θ1 jusqu'à θn. Donc P, P est égal à X moins θ fois T, donc il va être égal au produit de 1 à n plus 1 des X moins θj. Si je pose θn plus 1 est égal à θ. θ qui appartenait à K', donc qui lui aussi appartient à L. Hein. Donc en fait, θ1 jusqu'à θn plus 1, ça appartient à L. Et par ailleurs, L c'est K de θ de θ1 jusqu'à θn, hein, ça c'est K'. Hein. Et donc ça fait K de θ1 jusqu'à θn, auquel je rajoute θ, mais θ c'est θn plus 1. Donc ça fait exactement ça. Donc je vois que L, donc j'ai factorisé P, hein, on a un produit comme ça, avec toutes les racines là qui sont là. Hein. Et donc L est bien un corps de décomposition de P sur K. Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et par l'axiome ou le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Alors nous voyons maintenant un lemme qui nous permettra ensuite de démontrer que l'unicité du corps de décomposition d'un polynôme P sur un corps K. Donc le lemme dit quoi? Que si K, K' sont deux corps, et que phi est un isomorphisme de corps de K vers K', que si P est un polynôme de K de X de degré n supérieur ou égal à 1, L un corps de décomposition de P sur K, puisqu'on a vu qu'il en existait un,
Si Q est un polynôme, alors ça c'est des notations, le cas de X, on a phi de Q, ce polynôme-là, alors il va avoir le même degré que l'autre, pourquoi? Parce que si AM est différent de 0, comme phi est un isomorphisme, phi de AN pardon, va être différent de 0. Si AN est différent de 0, phi de AN est différent de 0. On peut même dire mieux, hein, c'est que si celui-là est unitaire, l'autre aussi, puisque si AN est égal à 1, comme phi est un isomorphisme, phi de AN est égal à 1. Donc même degré. Soit L' un corps de décomposition de phi de P sur K', alors il existe un isomorphisme psi qui prolonge phi, isomorphisme de L vers L'. Démonstration, donc ce polynôme-là, phi de P, ce polynôme-là, d'accord, en prenant le corps de décomposition L', si P est scindé, on sait que les θj appartiennent à K et que L est égal à K, on l'a déjà vu, alors phi de P est scindé dans K' de X, car phi de P va être égal à ça. Alors ça, justement, ça proviendra de ça, et on le démontrera en annexe, hein, c'est quasiment évident. Parce qu'à ce moment-là, les phi de θj, évidemment, comme les θj appartiennent à K, les phi de θj vont appartenir à K'. C'est pour ça qu'il va être dans K' de X. Donc L' va être égal à K, hein, pour les mêmes raisons qu'ici, et donc comme isomorphisme psi, bah, ce sera en fait phi, hein, c'est-à-dire que comme L est égal à K, que L' est égal à K', alors là il y a une erreur, c'est pas K, hein, mais c'est bien K', hein, d'accord, et bien je prends pour psi l'isomorphisme phi. Petit 2, montrons le résultat par récurrence sur n supérieur ou égal à 1. Si n est égal à 1, P est scindé, d'accord, P est scindé, donc c'est terminé. Supposons que le résultat soit vrai, alors n-1 supérieur ou égal à 1, supposons P de degré n, hein. Si P est scindé, c'est terminé, sinon un des θj, forcément, n'appartient pas à K. Quitte à changer l'ordre, on suppose que θ, donc un des θj, je vais l'appeler θ, égale θ1. Voilà, ce θj, ça va être θ1 qui appartient à L, mais pas à K. Pθ est égal à 0, donc θ est algébrique sur K, et donc soit Q son polynôme caractéristique de degré m supérieur ou égal à 2, sinon θ appartiendrait à K. P appartient à K de X, annule θ, donc Q divise P, donc on voit que m va être inférieur ou égal à n, hein, et surtout on voit que P est égal à QR dans K de X, ce qui implique que phi de P va être égal à phi de Q phi de R dans K' de X, et ça je le démontrerai après, c'est quasi évident. Donc phi de Q divise phi de P, de plus le degré de phi de Q est égal au degré de phi de Q, puisque ça je l'ai dit avant, et phi de Q est irréductible, parce que sinon on aurait phi de Q égale AB, polynôme de K' de X, et donc en considérant l'isomorphisme phi-1, on applique ça à l'envers, et ça fait Q égale phi-1 de A, phi-1 de B, et si les polynômes AB sont de degré supérieur ou égal à 1, ben, ceux-là aussi. D'accord? Et à ce moment-là, ça voudrait dire que phi de Q, ça veut dire que Q ne serait pas irréductible. Donc on voit que phi de Q est irréductible. Phi de Q a pour racine dans L', un des alpha j, forcément. Donc, par exemple, θ' égale à alpha 1, quitte à changer les alpha j. Comme phi de Q est irréductible et que 1 est transformé en 1, Q' est égal à phi de Q. Alors, est le polynôme, est nécessairement le polynôme caractéristique de θ', puisqu'il est de degré minimal et que son terme de plus haut degré est égal à 1. Hein, parce que j'ai dit que 1 a été transformé en 1 par phi. Voilà, donc on a kθ, kθ qui est le corps de rupture de Q sur K, et K' de θ', le corps de rupture de Q' sur K' dans L et L'. L pour le premier et L' pour le deuxième. On prolonge phi de kθ vers K' de θ' en un isomorphisme psi, alors on va expliquer pourquoi, en considérant les bases θj du K espace vectoriel kθ et θ' puissance j pour le K' espace vectoriel K' θ'. Ils sont tous les deux de dimension m par x. Alors là, c'est pas somme de 0, enfin si c'est 0, mais on lit 1 là. Voilà. À m-1 des lambda j θj. Il faut bien voir que les lambda j sont dans K, parce que c'est un K espace vectoriel. Et on arrive avec somme des phi de lambda j, ça appartient à K',
de θ' à la puissance j. Donc ça c'est un morphisme évident, on dira aussi en annexe. Psi de x est égal à 0, ça équivaut à phi de lambda j égale 0 quel que soit j. Donc lambda j égale 0 quel que soit j, parce que phi est un isomorphisme. Et donc ça équivaut à dire que x égale 0. Donc phi est injective. Mais kθ, k'θ' ont la même dimension. Donc c'est un isomorphisme. P égale x moins θ P1, donc dans ça, d'accord. Et psi de P, alors toujours en annexe, va être égal à ça dans K' de θ' de x, qui est K' de alpha 1 de x. P1 va donc être égal, alors ça vient de ça. Hein. Quand je prends ça et que je regarde ça, d'accord, j'en déduis que P1 est égal à ça, d'accord, dans Kθ de x. Et L est égal à Kθ1 de θn, va être égal à Kθ1 de θ2 jusqu'à θn. Corps de décomposition, donc forcément de P1 sur Kθ1. D'accord. Psi est un isomorphisme de Kθ1 vers K' de alpha 1. Et puis psi de P1, bah, ça va être, là aussi c'est quand on compare, alors je ne sais plus où c'est écrit ici, mais le phi de P, c'était, voilà, c'est ça. Donc comme on a ça, et puis qu'on a ça, d'accord, et ça, il faut bien comprendre que c'est alpha 1, j'en déduis que psi de P1 est égal à ça, 2 degrés n-1 dans K' de alpha 1 de x, L', bah, c'est la même chose ici, est égal à ça, donc corps de décomposition de psi de P1 sur K de alpha 1. Donc, il existe un isomorphisme F, hein, c'est-à-dire que maintenant K est remplacé en fait par K de θ1 et K' par K' de alpha 1, d'accord. Voilà. Donc, il existe, d'après l'hypothèse de récurrence, il existe, puisque E, on a affaire maintenant à des polynômes de degré n-1, d'accord. Donc là, il faut voir que ça, c'est la récurrence en utilisant le degré n-1, d'accord. Donc, il existe un isomorphisme F de, alors, L vers L' qui prolonge le psi qu'on a, hein, parce que psi est un isomorphisme, lui, de K θ vers K' θ', c'est-à-dire de K de θ1 vers K' de alpha 1, et donc il prolonge, psi va prolonger F va prolonger psi sur K de alpha 1, c'est dans les hypothèses de récurrence. Hein. Et donc, comme psi lui prolongeait déjà phi sur K, parce que K est inclus dans K de alpha 1, on en déduit qu'il va prolonger phi sur K. D'accord? Donc la propriété est vraie à l'ordre n. Elle était vraie à l'ordre n-1. Maintenant, je vois qu'elle est vraie à l'ordre n. Donc elle est héréditaire et d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Et donc on a bien démontré l'existence d'un isomorphisme de L vers L' qui prolonge l'isomorphisme phi qu'il y avait entre K et K'. On peut passer maintenant au théorème. K est un corps, P est un polynôme irréductible, coefficient dans K. On a déjà vu qu'il existait un corps L de décomposition de P sur K. Si L' est un autre corps de décomposition de P sur K, alors L et L' sont isomorphes sur K. Il n'y a presque rien à dire. Dans le lemme précédent, on prend K' égale P, phi égale l'identité, qui est un isomorphisme évidemment. Alors le lemme nous dit qu'il existe un isomorphisme psi de L vers L', vérifiant psi de x égale phi de x, quel que soit x appartenant à K, ce qui veut dire psi de x égale x, quel que soit x appartenant à K. Donc ils sont bien isomorphes sur K. On démontre rapidement les annexes, donc avec cet isomorphisme de corps, P, un polynôme de K de x, phi de P, polynôme de K' de x. Alors, si θ appartient à K, P égale x moins θ appartient à K de x.
et phi de p est égal à x moins phi de θ appartenant à k' de x. Ben ça, c'est évident parce que c'est la définition. P de degré n implique phi de p de degré n, on l'a déjà dit ça, hein, c'est parce que phi est un iso, que an est différent de 0 implique que phi de an est différent de 0, et c'est pour unitaire, on l'a aussi expliqué, si an est égal à 1 de k, phi de an égale 1 de k'. Petit 3, donc il faut démontrer ça. Alors le premier, alors pour faciliter l'écriture, on peut choisir, on remplace n et p par le sub de n et p, on complète sur l'un des deux par des zéros, et donc on a p plus q est égal à la somme de 0 à n des aj plus bj, hein. Le sub de n et p, je l'appelle n maintenant, et donc ça fait, je vous laisse voir ça, phi de pq égale ça, j'utilise l'isomorphisme, et donc on obtient phi de p plus phi de q. Pour le produit, on dit que c'est ça, avec les ck qui sont des sommes de ibj pour ipj égale k, phi de pk, pq est égal à la somme de phi de ck xk. Alors ça, phi de ck va être égal, grâce à l'isomorphisme, à la somme de phi de i phi de bj pour ipj égale k. Phi de p, phi de q, c'est une somme de dk xk, où dk est égal à la somme des phi de aj, phi de bj, hein, puisque ce sont les coefficients de phi de p et puis de phi de q, hein, pour ipj égale k. Et donc je vois que c'est bien phi de ck. Donc phi de pq est égal à phi de p, phi de q. Je vais un peu vite, mais c'est évident. Ça. Petit 4, si on prend une constante, polynôme constant lambda appartenant à k, il est transformé en polynôme constant phi de k appartenant à k', en particulier le 0 des polynômes de k, c'est le 0 de k qui est envoyé en 0 de polynôme de k' de x, qui est le 0 de k', pareil pour le 1. On vient de voir phi de p plus q, phi de pq. Maintenant, surjectif, si je prends q appartenant à k' de x, c'est un somme de bk xk, où les bk appartiennent à k'. Donc, en fait, les bk sont des phi de ak, en prenant ak égale phi moins 1 de bk. Et donc, à ce moment-là, j'ai mon q qui est égal à phi de p, avec p qui est égal à la somme des ak xk. Et donc, je vois bien que phi est surjective. Enfin, elle est injective, parce que si phi de p égale 0, tous les phi de ak sont nuls. Donc, tous les ak sont nuls parce que phi est un isomorphisme. Donc, p est égal à 0. Donc, phi est un isomorphisme d'anneau. Si p est égal à x moins θ q, phi de p est égal à phi de x moins θ phi de q. Mais phi de x moins θ, c'est x moins phi θ, phi de q, donc ça marche. Si p est irréductible dans k de x, alors phi de p va être irréductible. Alors on va démontrer l'inverse. Si p est réductible, si phi de p est réductible, est égal au produit a'b' dans k' de x, hein, avec chacun de degré supérieur ou égal à 1. Et donc A' c'est un phi de A, B' c'est un phi de B, A et B sont dans k de x, leur degré A et puis AB, c'est les mêmes que A' et B', donc supérieur ou égal à 1. Et donc, et ça fait phi de AB. Et donc j'ai bien un P qui va être égal, ça c'est phi de P, qui est égal à phi de AB, donc ça veut dire que P est égal à AB, puisqu'on a une bijection. Donc, et avec degré de A et degré de B qui sont supérieurs ou égal à 1, donc ça veut dire que P est réductible. Donc j'ai phi de P réductible implique P réductible, donc P réductible implique phi de P réductible. Quelques exemples d'extensions finies entre R et C, Q et R, Z et Z de I, Q et Q de I, Q de racine de 5, Q de racine de cube de 5, Q et Q de l'exponentielle 2i sur 3, Q de racine de 5 qui n'est pas inclus dans Q de racine de cube de 5, racine cube de 5 et inversement. Solution, pour le premier R et C, C est évidemment une extension de R puisqu'il contient R. P égale x2 plus 1 qui appartient à R de x est irréductible et P de i est égal à 0. Donc R de i est un K espace vectoriel de dimension 2 engendré par 1 et i, si bien qu'en fait c'est R plus IR et donc c'est C qui est donc un corps de rupture de ce polynôme là.
P est égal à x plus i facteur de x moins i, et moins i appartient à ça. Donc on a cette égalité, donc c'est le corps de décomposition de P sur R. Q et R, hein, on a vu que, alors bon ça c'est une notation perso, hein, f de QR, la fermeture algébrique de Q dans R n'est pas une extension finie de Q, c'est-à-dire que la dimension de f en tant qu'espace vectoriel, que en tant que Q espace vectoriel, c'est plus l'infini. Alors comme Q est inclus dans F est inclus dans R, on voit que la dimension de R en tant que Q espace vectoriel est infinie aussi. P est égal à toujours le même P, mais cette fois-ci dans Z de X, bon, on a toujours la même chose. Z de I est le plus petit anneau contenant Z et IZ, donc il contient Z plus IZ, qui est un anneau, mais qui n'est pas un corps, c'est facile de voir, parce qu'un demi n'appartient pas, donc l'inverse de 2, 2 appartient à Z de I, mais un demi, son inverse, n'appartient pas à Z de I. Voilà. P est égal à x2 plus 1, toujours, mais cette fois-ci dans Q de x, hein, je réponds au 4, hein, donc I est algébrique, et Q de I est un Q espace vectoriel de dimension 2 de base 1i, donc du coup on a ça. Alors ça c'est un corps de rupture de P, hein, qui appartient à Q de x, attention là c'était dans R de x, et c'est un corps de décomposition de P sur Q, parce que P est égal à ça, et qu'on a toujours la même chose, d'accord? Mais évidemment, ça n'est pas le même que celui-là, parce que Q plus IQ, c'est pas égal à C, hein. Par exemple, si on prend racine de 5, il appartient à Q plus IQ, mais évidemment, il n'a pas... non, qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, alors que Q plus IQ, c'est pas égal à C. Ben, c'est pas égal à C, oui, parce que justement, si je prends pi, ben, pi il appartient bien à ça, mais évidemment, pi il appartient bien à C, mais il n'appartient pas à ça. Oh là là, ça va pas. Je suis embrouillé aujourd'hui. Je suis un peu crevé, à vrai dire. Donc voilà, et donc c'est terminé. P égale x2 moins 5, qui apparaît toujours, enfin non, là c'est pas le même, on change. Q, P égale x2 moins 5, mais c'est pareil. P de racine de 5 égale 0, P est irréductible, sinon on aurait ça, et donc on aurait ça ou ça, et à ce moment-là on aurait racine de 5 qui serait rationnel. Donc racine de 5 est algébrique, ça c'est un corps, et un Q espace vectoriel de base 1 racine de 5. Voilà. P égale x au cube moins 5, ben c'est pareil, là c'est irréductible dans Q de x, alors là on applique Eisenstein, c'est plus facile, en prenant P égale 2 premier qui divise A1 et A2, mais pas le terme de plus haut degré, et P carré ne divise pas à 0. Donc, et alors il est algébrique, donc c'est son polynomial minimax, hein, puisqu'il est irréductible, et donc c'est un Q espace vectoriel de dimension 3 et de base ça. Alors c'est un corps de rupture de P sur Q, bien sûr, les racines de C dans P, ben, c'est ça, d'accord, et on a P qui est égal à ça, et cet ensemble-là, c'est le corps, c'est un corps de décomposition, où le corps a un isomorphisme près, de P sur Q, d'accord. Exponentielle de 2i sur 3, ben, c'est une racine de ça, qui est irréductible dans Q de x, sinon, pareil, on aurait produit de deux polynômes du premier degré, il y en a un qui annulerait, là c'était pareil, hein, j'ai peut-être pas dit parce que j'étais un peu vite, mais il y en a un des deux qui serait nul en... oui, ben c'est ce que j'avais écrit, pardon. Donc là c'est la même chose, donc l'un des deux qui s'annulerait en exponentielle 2i sur 3, et donc on aurait ça, ce qui est évidemment faux. Donc ça c'est un corps, et c'est un Q espace de dimension 2 et de base 1 et exponentielle 2i sur 3 qui fait ça. Si j'appelle U1 et U2 ces deux vecteurs, je remarque que i racine de 3 est égal à U1 plus 2U2, d'accord, donc qui appartient à l'espace, et donc comme 1 et i racine de 3 sont libres, une base en fait de ça, une base plus simple, oui, ça va être ça, d'accord, ça sera une base.
Et donc, Q de exponentielle de 2i puissance 3, c'est la même chose que Q de i racine de 3, qui lui a pour polynôme minimal x2 moins 3. Petit 6, c'est le dernier, juste pour dire qu'on n'a pas ces inclusions. Donc si j'appelle K celui-là, K' celui-là, supposons que K soit inclus dans K', j'aurai à ce moment-là la règle des dimensions, K' sur Q est égal à K' sur K. Et là, c'est pas divisé, mais c'est bien multiplié par K sur Q. Et à ce moment-là, ça ferait que celui-là serait égal à 3 sur 2. Alors 3 sur 2 n'est pas un entier, donc c'est faux. Et pour K' n'est pas inclus dans K, bah c'est pareil, sauf que là on aurait K, K', et là en fait on obtiendrait 2 tiers. Et donc c'est pas possible non plus.